Après la baisse des marchés américains au mois d'avril dernier, eh bien, les indices US ont réalisé de véritables V-bottom en inscrivant, pour certains d'entre eux, comme le S&P 500 ou le Nasdaq, de nouveaux plus hauts historiques. Portés par des valeurs comme Microsoft, Amazon ou encore Nvidia, eh bien, une seule question demeure, est-ce encore le bon moment pour acheter les 7 magnifiques? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Marie de chez Ibu Expert. Marie qui va nous apporter toute son expertise fondamentale. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo spéciale puisque on a une thématique aujourd'hui qui est celle-ci. Faut-il encore acheter les 7 magnifiques? Et comme lors de la dernière émission spéciale qui était sur la Chine, j'ai le plaisir, l'honneur et la fierté de recevoir Marie de chez Ibu Expert. Comment ça va, Marie? Ça va très bien. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver. Bon, donc la dernière fois, on s'était quitté, sur, la thématique de la Chine. On avait vu pas mal d'actions et puis c'est vrai que, et bien avec, la remontada, spectaculaire des marchés américains ces dernières semaines, et bien, il y a pas mal de questions qui nous reviennent sur les 7 magnifiques. Alors j'en oublie toujours un, mais normalement ils sont tous là. Nvidia, Amazon, Google, Microsoft, Tesla, Meta et Apple. Bien après cette remontada, la question que tout le monde se pose, c'est bon, est-ce que ça va durer? Ça, c'est pas toujours évident de répondre à cette question-là. Mais surtout, est-ce que sur ces niveaux techniques, sur ma partie sur la technique et sur ta partie sur la partie fondamentale, est-ce qu'on est sur des niveaux, qui sont intéressants? Et dans cette vidéo, c'est, le mix qu'on va essayer de faire sur ces 2 analyses en essayant d'additionner nos 2 compétences pour, faire une réponse à peu près sympa, à peu près correcte et qui pourra donner quelques infos. Est-ce que ça te va? Ça me va très bien. Ça te va très bien. Alors, comme d'habitude quand même, je suis obligé de rappeler que, bien sûr, le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Juste un petit graphe pour montrer le magnifique V-bottom qu'a réalisé le Nasdaq. C'est quand même assez spectaculaire, hein, puisque le Nasdaq avait abandonné plus de 20, je crois 22, 25, non 22, ça devait être le S&P 500. Et puis, effectivement, bah, voilà, hein, en 2 mois et demi, 3 mois, le Nasdaq a inscrit un nouveau plus haut historique et a rebondi donc de 37,35 au moment où on se parle. Nous sommes le 1er juillet, donc la vidéo sera diffusée, très certainement, ce week-end. Donc il y aura certainement des petits décalages, mais en tout cas, a priori, on sera quand même, sauf, accident, on sera quand même proche des plus hauts historiques. Sur quelle, action, sur quel titre tu veux qu'on commence, chère Marie? Alphabet, si ça te va, mon petit Alphabet. chouchou. Allez, ton petit chouchou. Alors du coup, j'ajoute tes petits slides. Hop là, et les voilà. Je te Super. passe la main. Alors Alphabet, ouais, petit rappel des fondamentaux déjà, hein. Comment est-ce qu'Alphabet gagne son argent? C'est quand même Mmh. assez primordial. Donc Alphabet, bien sûr, c'est Google, hein, le leader des moteurs de recherche, enfin, c'est la société holding de Google et leader des moteurs de recherche et du marché de la publicité digitale. Et donc effectivement, l'essentiel de leurs revenus
c'est la pub. Google Advertising au sens large, c'est 76 du chiffre d'affaires avec, un leadership mondial qui est incontesté, hein. On estime environ 28 à 30 du marché mondial de la publicité digitale. C'est monstrueux comme part de marché et c'était encore plus élevé avant. En 2019, ils étaient aux alentours de 36. Donc on voit qu'il y a une part quand même qui tend à s'éroder légèrement au profit de la concurrence, notamment Amazon. Mais ça reste la part la plus élevée du secteur et en valeur absolue, ils continuent à augmenter, même si leur, domination baisse un tout petit peu en valeur relative. Si on regarde un tout petit peu plus dans les détails, ce fameux Google Advertising qui est donc, les 3/4 du chiffre d'affaires, hein, on a Google Search, 56 du chiffre d'affaires. Là, c'est les chiffres du premier trimestre, hein, donc tout récent. 56 du chiffre d'affaires, donc là, c'est des clics facturés par Google aux différents annonceurs sur les publicités sur Google Search, Gmail, Google Maps et cetera. Et donc Google Search, c'est peut-être le plus gros leader que Google a mis au monde avec 90 du marché mondial des moteurs de recherche début 2025. Là encore, on a une légère érosion, mais ça reste ultra dominant, notamment sur mobile. On a aussi YouTube Ads, 10 du chiffre d'affaires, via donc les annonces sur YouTube, hein. YouTube, ça reste la plateforme vidéo la plus populaire au monde. Ils ont 95 du marché mondial de la vidéo en ligne en 2025. Donc c'est pareil, c'est assez monstrueux, comme dominance, et 2,5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Et on a enfin Google Network, qui est en fait le réseau publicitaire, la régie si vous voulez, qui comprend, tous les sites internet, applications partenaires qui ont recours aux services de Google pour faire des messages publicitaires et donc le Google Display Network va diffuser des annonces visuelles sur un vaste réseau de sites, et d'applications. Donc là, c'est donc, 8 du chiffre d'affaires de Google et on estime, même si c'est pas communiqué, qu'ils ont une part de marché qui correspond à 30 à 40 du display mondial. Ils sont numéro un principal acteur du secteur devant, Meta, Facebook. Donc voilà pour le advertising, donc c'est quand même le gros du gâteau, hein, pour Google. Et ensuite, si on reste sur Google, les services Google, on a, ce qu'ils appellent les subscription platforms and devices, pour 11,5 du chiffre d'affaires et donc c'est des activités liées à Google, mais qui ne relèvent pas de la publicité. Donc c'est des revenus récurrents, des services numériques, de la vente de produits électroniques. Donc on a YouTube Premium, YouTube Music. YouTube Premium, il faut le savoir, c'est quand même le leader mondial des abonnements vidéo sans publicité, avec plus de 100 millions d'abonnés payants, en 2024. YouTube Music, ça fait aussi partie des gros services de streaming musical. Il y a les abonnements au Play Store. Là encore, Google Play, c'est la première plateforme mondiale pour les abonnements sur Android. Donc, ils bénéficient de la domination d'Android sur le marché mobile. Et également, il y a les abonnements IA, les abonnements Gemini, et cetera. Sachant que Gemini, c'est, la 3e IA générative la plus utilisée dans le monde, notamment parce qu'ils sont intégrés dans l'écosystème Google. Après, ils sont quand même très loin derrière ChatGPT qui a 60 du marché US. Ils sont plutôt aux alentours de 13,5 juste derrière, Copilot. Mais voilà, ils sont 3e mondial sur un marché, il faut le dire, où tout reste à faire, hein. C'est encore le Far West, donc voilà, c'est une bonne part de marché, mais pour l'instant, rien n'est vraiment acquis. Mmh. Hem Et donc, ce que je viens de décrire, ce sont les Google Services, 86 du chiffre d'affaires. À ça, vient s'ajouter le cloud pour 13,6 du chiffre d'affaires. Google est numéro, 3 mondial sur ce marché, heu, avec des parts de marché assez stables. Donc il est rentré un peu tard, mais il s'est quand même tapé une bonne part et donc c'est un gros moteur de croissance pour lui aujourd'hui, notamment grâce à l'IA. Et enfin, il y a toute la partie other bets n'est pas bénéficiaire pour l'instant, qui représente une part minoritaire du chiffre d'affaires, mais qui pourrait représenter un relais de croissance pour demain. Donc voilà pour Google, voilà pour ce splendide écosystème que j'aime beaucoup à titre personnel. Si on regarde l'évolution, bon, on voit qu'il y a une magnifique progression, en tendancielle du chiffre d'affaires et une vraie solidité des marges, hein, quand même. Heu, alors maintenant, qu'est-ce qu'on en pense en fondamental? On pense qu'au global et c'est vrai pour les 7 magnifiques d'ailleurs, alors pour une bonne partie des 7 magnifiques plutôt, Mmh. tout va se jouer sur le développement de l'intelligence artificielle. Non seulement pour la recherche sur internet, mais également pour le cloud, le big data, les simulations, les relations clients avec les chatbots et cetera. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on est un peu frileux, nous chez Hibou, sur les 7 magnifiques en ce moment. Enfin, c'est que enfin sur les boîtes tech disons, Mmh. heu, ce déploiement ne fait que commencer. Et donc voilà, la guerre, frontale, commence, les géants s'affrontent pour gagner des marchés. Il y a aussi des nouveaux acteurs qui vont émerger. Le premier entrant va pas nécessairement être le gagnant et donc à ce stade, notamment pour Alphabet, on n'est pas vraiment capable, d'en mesurer l'impact sur l'attractivité. Ce qu'on peut dire en tout cas, sur la longue route,
c'est que plus une intelligence artificielle est utilisée, plus elle apprend et donc plus elle est efficace. Donc le temps et la part de marché vont donc être des facteurs décisifs et donc tous les acteurs vont devoir, se développer à un rythme très soutenu et investir beaucoup. Mmh. Autre point important, c'est que l'IA et notamment les chatbots, c'est très gourmand en puissance informatique, donc ça va peser sur les marges, surtout en début de déploiement et d'ailleurs, le consensus, le voit, hein, je l'ai entouré en rouge en 2026. Ils anticipent un ralentissement quand même de la croissance des bénéfices, sans doute à cause de ces marges qu'ils anticipent comme plus faibles, à cause des investissements dans l'IA, peut-être aussi à cause de l'augmentation de la concurrence et de la baisse des revenus du search. Voilà, donc autant de enfin la baisse relative disons des revenus du search. Donc voilà, Alphabet a beaucoup de ressources financières, bien sûr, beaucoup de talent, pour gérer ce passage technologique. Ils ont des bases solides, avec une énorme puissance informatique pour en assurer le déploiement et un autre point positif, c'est qu'ils font partie des quelques géants qui ont un peu des moyens illimités et donc qui seraient capables de racheter le jour venu le ou les nouveaux acteurs qui seront en train de s'imposer, comme ils l'ont fait pour YouTube pour un montant pharaonique, il y a maintenant presque 20 ans, il me semble, hein. Heu, mais en même temps, voilà, les points qui sont un peu, d'inquiétude, disons, c'est que déjà, alors, il y a quand même des procès en ce moment, ils sont accusés de maintenir un monopole illégal sur la recherche en ligne et la publicité, donc il y a des procès en cours qui font quand même peser une menace de démembrement, pour cause de monopole. Donc si réellement ça se réalise, ça pourrait quand même compliquer ou en tout cas, restreindre un petit peu, le financement de leurs investissements dans l'intelligence artificielle et également il y a quand même, une menace, moi je trouve sur le search, parce que voilà, à titre personnel, je suis, énorme fan de Google, j'utilise tous les produits Google, les calendriers et cetera. Mais je me suis rendu compte et toute l'équipe Bibou, on s'est rendu compte qu'on n'utilisait plus depuis quelques mois Google Search. On utilise nous Perplexity, mais on pourra tout aussi bien utiliser ChatGPT ou autre et ça, moi je suis pas du tout une early adopter, hein. Ça ne se voit pas du tout dans les chiffres aujourd'hui du search. Mmh. Les bénéfices continuent à augmenter, mais c'est vrai que c'est une tendance voilà, ils ont un monopole là-dessus sur le search qui a un peu fait leur prospérité. Est-ce qu'ils vont le garder? Gemini s'en sort bien pour l'instant, mais n'est pas du tout dominant, et puis tout est encore à faire. Donc voilà, ça donne, un côté un peu spéculatif. C'est peut-être ça aussi qu'on voit dans ce ralentissement de la croissance des bénéfices en 2026 que le consensus, anticipe. C'est peut-être cette crainte aussi qui se matérialise sur le search. Mmh. Si on regarde notre fameuse droite de régression, là, on est sur la droite de régression. Après la baisse, ils sont revenus sur la droite de régression. Voilà, en théorie, à vue de nez, il y a pas de surévaluation, mais ne serait-ce que du fait des investissements nécessaires dont je parlais, qui vont être très importants. Nous, on pense chez Ibook que la rentabilité future sera moindre, et donc que la pente de la droite de régression va être un peu moins forte. Il y a ce fameux doute, sur la pérennité quand même de Google Search. Donc même si, à vue de nez, on est en zone d'achat, nous, à ce stade, on n'a pas très envie, d'y entrer. On trouve que c'est devenu un investissement un peu spéculatif, même si une nouvelle fois, c'est une boîte qui est magnifique. Voilà, à Mmh. toi Tino. Et en termes de valo, je crois que c'est pas si fou que ça, enfin en termes On est à, rien, je 17 crois, fois 2026 en termes de PE. ouais, c'est Non, non, c'est pas pas fou. Non, 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 franchement, on est enfin, nous, on est en zone d'achat fondamentale, mais comme ça il y a cette dimension et il y a cette spéculative, ouais, et qu'il y a pas et non plus une, décote, hein, mmh, voilà, nous, on regarde oui, il y a et pas non plus une décote, voilà, oui, il y a pas de tu as raison, il y a pas non plus c'est pas si cher que ça, mais il y a pas non plus une décote. Comme conséquent, beaucoup mais d'ailleurs c'est de cette magnifique, hein, d'ailleurs, hein, c'est un peu le cas pour, non, c'est magnifique. ouais, C'est une boîte hem, incroyable. Mais voilà, mais il y a ce gros doute. ouais, 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 mais en plus, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que, quand tu as exprimé ta réflexion là sur le fait que, bah, tu as toujours utilisé, Google comme, moteur de recherche et que depuis quelques mois, tu t'es rendu compte, comme ça qu'en fait ça avait, plus ou moins évolué. Bah, quand tu as dit ça, en fait, je me suis rendu compte que moi c'était un peu pareil. Ouais. Et moi, je suis pas du tout en avance sur ce genre de choses. Donc, Non, moi non si plus. moi j'ai lâché Google, c'est qu'il y a un problème. OK, mais ouais, c'est super intéressant. OK, bah, écoute, techniquement, hop, je vais ajouter mon petit graphe. Bon, je mets un graphe, il y aura parfois des graphes, hop, alors attends, il faut que j'enlève le tien, que j'ajoute le mien, le voilà. Il y aura parfois des graphes, hebdo, mais là, c'est un graphe mensuel, ça suffit pour prendre du recul. Bon, il y a eu, bon, le repli effectivement du mois d'avril, qui était pour moi une petite opportunité, puisque effectivement, bon, voilà, on revenait dans cette grosse zone, c'était la zone des, 140 qui correspondait d'ailleurs au plus haut ici de 2021. Une zone de friction, de résistance ici en 2024.
qu'on a cassés, sur lesquels on est venu s'appuyer fin 2024. On est reparti, on est revenu en arrière. Donc voilà, cette zone est une zone travaillée, qui est une opportunité, voilà, petite opportunité. Mais en réalité, la belle opportunité, à mon avis, ce serait plutôt si on revenait sur le bas de canal. C'est-à-dire si on avait, alors on peut encore, hein, effectivement, on peut aller un petit peu plus haut. Il y a encore un peu de marge à la hausse. Alors, certains qui sont chartistes, diront, j'en suis sûr, il y a peut-être la formation d'une épaule, tête et potentiellement la seconde épaule qui est en train de se former. Pour moi, c'est anticipé de le faire. Mais bon, on peut avoir, voilà, si je la dessine, hein, on aurait une première épaule ici, on aurait une deuxième épaule là et éventuellement, si on arrive dans cette zone-là, ce sera une double zone de résistance puisque ce sera le haut de canal plus, eh bien, la hauteur de la première épaule. Et ça, en effet, beh, si ça se réalise, mais on n'en est pas encore arrivé là. Si ça se réalise, en effet, c'est une structure qui potentiellement est une structure de retournement. Bon, maintenant des épaules tête-épaule, dans une grande tendance haussière, on en voit souvent apparaître et pour autant, elles ne sont que très rarement, validées. Donc, moi, si je devais résumer, en fait, ce graphique-là, c'est un graphique sur lequel je ne vois pas une opportunité sur ces niveaux-là, c'est-à-dire les 175 une opportunité forte d'achat pour un investisseur long terme. Minimum un retour, encore une fois, sur les plus bas, de septembre et de septembre de l'année dernière et du mois d'avril, de cette année, c'est-à-dire grosso modo les 140 et même idéalement, voilà, un retour un petit peu plus bas, proximité du bas de canal, touché ici en mars 2020, touché en novembre 2022, touché en janvier 2023. Donc, alors il faut voir la vitesse de la descente, hein, mais là, si on avait une vitesse à peu près, voilà, pas trop forte, mais pas trop rapide, pas trop lente non plus, on va dire aux alentours des 120 $. Donc j'imagine que sur ces niveaux de valo-là, on devrait être à un PER, je sais pas, peut-être, autour des 12-13. Donc là, pour le coup, peut-être que en effet, ça pourrait être, une opportunité, assez intéressante. Voilà, donc bon, ça rejoint un petit peu, bon, comme souvent, hein, d'ailleurs, Marion, on s'en rend compte, hein, avec Kibou, Ouais, ça fait plus de 2 ans qu'on bosse ensemble, qu'on a le plai enfin, que j'ai le plaisir de bosser avec vous. Et avec toi et donc du coup souvent on se rend compte que, l'analyse, technique, bah, souvent rejoint, eh bien l'analyse, fondamentale. Ce là, qui est c'est le assez top. logique finalement, hein. Ouais, Les prix rejoignent souvent, eh bien les fondamentaux. Donc voilà, donc ça rejoint ce que tu disais pour moi sur l'analyse technique. C'est un magnifique graphique, c'est une magnifique société. On peut très bien aller faire de nouveau plus haut, mais l'opportunité n'est pas immense et je préférerais attendre une opportunité sous les 140, voire sous les 120 $ pour profiter, pour saisir donc, éventuellement une valorisation un petit peu plus décotée. On passe à laquelle? Amazon, si ça te va? Ah! Bah, c'est ma chouchou celle-là. Ouais, je sais. On C'est ma commence par les chouchou. chouchous. Ouais, c'est ma chouchou. Alors, beh, voilà. Allez, à toi. Alors, Amazon, bah, même exercice que pour, Alphabet. Concrètement, comment ils gagnent leur argent? Et bien sûr, tout d'abord, c'est donc le commerce, le e-commerce, notamment les online and physical stores. Amazon détient, 41 du marché du e-commerce américain, en 2025. C'est quand même, énorme. Très loin devant un Walmart, un eBay, ou Target, et ils ont 10 à 15 du e-commerce, mondial, on estime. Dans le retail physique, bon, j'ai regroupé les 2, hein, parce que ça reste secondaire, c'est marginal, je crois que c'est 5 de leur chiffre d'affaires, mais ça leur sert de vitrine technologique. Donc voilà. Ensuite, autre grande activité liée au retail, en ligne, c'est, ce qu'on appelle le third party seller services. Les vendeurs tiers, en fait, représentent 62 des unités vendues sur Amazon. C'est un record historique. C'était à fin 2024 qu'ils ont atteint ce chiffre de 62. Et donc la croissance, de ces services aux vendeurs tiers est stratégique. Hem et donc voilà, sur le e-commerce, Amazon est vraiment, numéro 1 mondial, donc avec cette part de marché très élevée. La concurrence s'intensifie, hein, avec, bon, Walmart bien sûr, eBay, mais aussi Temu et Shein, mais aucun acteur n'égale pour l'instant la puissance du modèle Amazon, notamment sur la logistique, la data, et l'offre produit. Un autre grand volet de leurs activités, c'est l'advertising, toujours lié au e-commerce, hein. Ils sont, le 3e acteur mondial de la publicité digitale, loin derrière Google et Meta, mais
avec une part de marché en forte progression. C'est eux qui ont la plus grande, croissance du secteur, donc c'est 9 de leur chiffre d'affaires et ils ont une part de marché mondial qui atteint, les 7-8 aujourd'hui. Et sachant que c'est le double d'il y a 5 ans. Elle a doublé en 5 ans, et donc elle continue de croître, cette part de marché et ils ont une croissance qui est notamment au premier trimestre 2025, ils ont une croissance de plus 18 de leurs revenus publicitaires, donc dépassant la croissance globale du marché publicitaire digital, et de leurs concurrents. Et il faut savoir que Amazon attire désormais plus de 56 des décideurs marketing qui prévoient d'augmenter leur budget publicitaire sur la plateforme, donc ils sont juste derrière YouTube et TikTok. Donc ils sont vraiment très performants de ce côté-là, même si on y pense moins. Et autre point important de leur chiffre d'affaires, c'est, les subscriptions, 7,5 du chiffre d'affaires. Ils sont leaders mondial, là aussi, des abonnements retail premium avec Amazon Prime. Amazon Prime a quand même 2 fois plus d'abonnés que Costco, 7 fois plus que Walmart. Plus de 80 des foyers américains sont abonnés à Amazon Prime. Là encore, un leadership qui est assez monstrueux. Et sur Prime Video, ils sont pas trop mal non plus. Ils sont numéro 1 du streaming vidéo en part de marché, tout juste devant Netflix, hein. Ils ont 22 de part de marché, et Netflix en a 21 et loin devant Max qui a 13 Disney 12 et cetera. Et il y a aussi Prime Music, pour le coup, qui a une part de marché bien inférieure à Spotify ou Apple Music, mais qui a quand même 82 millions d'utilisateurs dans le monde. Et enfin et surtout, donc ça, c'est tous ces différentes activités que je viens de détailler, c'est 80 du chiffre d'affaires donc et 37 du résultat opérationnel. Donc le gros du gâteau Amazon, c'est bien sûr le cloud avec AWS. Ils ont une part de marché mondiale, ils sont numéro 1 de 29 assez solide, et c'est donc, 19 de leur chiffre d'affaires, 63 de leur résultat opérationnel. Donc là, ils ont vraiment, réussi un virage qu'on peut applaudir, une Mmh. très belle domination et bien sûr un très, très beau, moteur de croissance, pour le futur. Si on regarde un peu, la progression de leurs comptes, on voit, voilà, un chiffre d'affaires qui augmente comme un métronome, la marge qui s'est bien contractée, mais qui est bien repartie à la hausse là, maintenant que le cloud devient rentable et cetera. Hem Donc voilà, c'est magnifique et le consensus, est plutôt positif, hein. Si on regarde, croissance des ventes à 2 chiffres dans les 2 prochaines années, pas d'inquiétude de ce côté-là. Pas les mêmes inquiétudes que pour Alphabet en tout cas, parce qu'il y a moins ils ont quand même cette domination sur le cloud qui t'étire et sur le e-commerce. Et si on regarde par rapport à la droite de régression, on voit qu'on est plutôt, en dessous de la droite. Alors pareil, c'est une boîte qui a quand même conquis un marché, donc qui a une très, très forte croissance. Donc il n'est pas dit que cette pente très élevée, se maintienne. Mais si on regarde en termes de PE, on est à, on est à 30 fois 30. 2026. Ouais, le PE historique, c'est 59, hein, sur Amazon sur les 10 dernières années. Donc voilà, même si, on peut dire qu'on est peut-être en zone d'achat, pas forcément à court terme parce que ça reste quand même, voilà, on vient d'avoir une belle remontée du cours suite à la contraction. Mmh. Mais à moyen long terme, c'est très solide, il y a un beau potentiel de croissance. Voilà pour D'accord. Amazon, que j'aime beaucoup aussi Tino. Ouais, bah, je la vois comme, une entreprise qui est capable, de tout faire, en fait. Ouais, Et ouais, c'est ultra solide et il y a pas de vraie menace identifiée à ce stade. Franchement, ouais, ils sont tellement diversifiés, ils sont capables de faire tellement de choses. Je sais pas où ça en est d'ailleurs, si ça a avancé, s'ils l'ont fait quand même aux États-Unis ou pas. Tu sais, à un moment donné, ils parlaient de faire une banque Amazon. Pareil, je pense qu'ils vont y venir à tout ça, en fait. ouais, Et donc, moi, je vois ça comme en fait, une espèce de truc qui ouais et puis va moi en revoyant le dossier, ce dynamisme notamment sur la publicité en ligne, j'étais impressionnée aussi enfin bref, ils sont super forts. et moi, je dis souvent, dans un live avec vous, j'avais, parlé de cette anecdote, mais qui est pour moi révélatrice, en fait. C'est que moi, j'ai la chance encore d'avoir, ma grand-mère qui a 94 ans quand même, tu vois? Ouais, Donc j'ai la chance de vivre avec depuis, mon plus jeune âge et de m'occuper d'elle et en fait, quand elle a besoin de quelque chose, elle me dit: «Bah, commande-le sur Amazon». oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Je me dis: «Waouh!» Impressionnant quoi, mais avec voilà, c'est logique quoi. Ben si Ouais, tu veux que ça arrive, j'ai besoin d'un câble, tu sais, elle fait un petit peu d'ordinateur, tout ça. Elle a besoin d'un câble USB ou un truc pour, elle me dit: «Bah, vas-y, commande-le sur Amazon, dans 2 jours, il est là». Voilà, 94 ans, donc en fait, ça touche vraiment tout le monde, ouais, tu ouais, ouais, vois? c'est clair et ça Contrairement, par exemple, à d'autres sociétés où, par exemple, je sais pas moi, ah bah, tiens, Apple, par exemple, bon, ben, voilà, l'iPhone,
le dernier iPhone, ma grand-mère de 94 ans, tu vois? Voilà. Donc vraiment, c'est ça en fait, la capacité de Amazon pour moi, qui est assez spectaculaire. Bon, Ouais, maintenant ça rejoint une fois qu'on a dit ça et je suis d'autant plus à l'aise du coup pour présenter le graphique, qui est magnifique, évidemment. Mais, ça rejoint là aussi un petit peu ce que tu dis quand même, c'est qu'à court terme, on n'est pas forcément sur un gros niveau d'achat. Tout comme, Google, effectivement, il y a eu ce repli là, dans la zone des 176, 177, 160 qui était, une zone première zone intéressante pour investir il y a de ça quelques semaines. Pour autant, voilà, on a fait un beau rebond, voilà, on n'est pas forcément pour moi, alors ça veut pas encore une fois, ça veut pas dire qu'on va pas faire de nouveaux plus hauts, même je pense qu'on va faire de nouveaux plus hauts sur Amazon, mais le ratio gain sur risque, à mon sens, il est pas favorable. Donc, en résumé, moi ce que je pense, ce que j'espère en fait quand même sur une majorité de GAFAM, et d'ailleurs sur les indices américains, c'est qu'en fait on va démarrer des grandes figures, qui vont certainement, je l'espère, durer en fait. Moi, je serais pas surpris que, sur beaucoup d'entreprises de grandes sociétés américaines, on ait, voilà, des figures plus larges qui pourraient durer quelques années avant éventuellement, quelques mois, quelques années avant éventuellement, bien sûr, de repartir à la hausse. Donc pour moi, quand on est potentiellement dans ce genre de scénario-là, il faut plutôt aller chercher les bas de figure, les bas de range, les opportunités, les baisses de 20-30. Donc, mmh, en l'occurrence, si on revient dans cette zone-là, voilà, les 160 pourquoi pas? Et alors vraiment, la grande, une belle, très belle opportunité, ce serait plutôt ce repli sur le bas de canal. Donc, à voir à la vitesse à laquelle on va aller, mais ce serait peut-être, voilà, sous les 130, 117, voilà. On verra à la vitesse où ça va aller, on fera un petit update, mais du coup, voilà, ce serait plutôt sur le bas. Là, à mon sens, même si évidemment en investissant maintenant, vous pouvez gagner de l'argent dans les 3 mois qui arrivent, bien sûr, mais à mon sens, c'est pas un niveau d'opportunité. Encore une fois, je suis d'autant plus à l'aise parce que c'est une action que mmh, j'adore. Voilà. Donc voilà, Marie, pour Amazon, ça revoit un petit peu, bon, on a des PER quand même qui sont exigeants, hein, aussi, hein. mmh. Mais, mais voilà, à payer un PER exigeant, une valo exigeante, des 7, ce serait peut-être celle-là que je favoriserais, tu vois? Je Voilà. suis assez d'accord, ouais. Je suis assez d'accord. C'est pas forcément la plus attractive à court terme, mais à long terme, enfin bon, à long terme, on sait pas vraiment pas ce qui se passe, mais Oui, c'est ultra solide. c'est Franchement, ultra solide, ouais. Ouais. La suivante, chère Marie, c'est Meta, si ça te va, Meta. Allez, Meta go. Facebook. Ouais, allez, Heu, Meta Facebook. Meta Facebook, bon, le point important à dire, c'est que c'est quand même, quasi mono revenu, hein. C'est la publicité digitale. 98 du chiffre d'affaires. C'est le cœur du modèle, économique du groupe, hein, via Facebook et Instagram surtout, mais aussi, Messenger, WhatsApp, Threads, qui sont les différents réseaux sociaux et messageries du groupe. Donc Facebook, bien sûr, ça reste quand même un acteur majeur, hein, numéro 1 en nombre d'utilisateurs actifs, mais son attractivité décline auprès de la génération Z et des jeunes adultes qui privilégient, TikTok, Instagram ou Snapchat. Après, on a Instagram qui est devenu la locomotive de croissance de Meta, hein. Il y a plus de qui capte plus de 50 des revenus publicitaires du groupe aux États-Unis en 2025. La plateforme domine le marché, social media, notamment sur les formats vidéo courts qui ont de plus en plus le vent en poupe, donc les reels, les stories et cetera, et donc 66 du temps passé sur Instagram est aujourd'hui consacré à la vidéo, donc ils sont en concurrence là-dessus avec TikTok, et YouTube Shorts. Donc les 2, voilà, c'est les Facebook, Instagram, c'est les 2 gros, contributeurs au chiffre d'affaires. Ils ont lancé Threads fin 2023 qui vise à concurrencer X, donc l'ancien Twitter, hein, mais avec une approche bienveillante et modérée. Donc ils sont soutenus par l'écosystème Meta, ça peut être intégré avec Instagram. Ils se positionnent sur la sécurité et la modération, c'est encore limité. Ils sont encore loin derrière, X et TikTok, mais voilà, ils ont quand même 350 millions d'utilisateurs par mois. Et donc voilà, avec ces 3 là, ils font donc de la publicité, et ils sont bons, hein. Meta capte 63 du social ad spend mondial, et ils ont une part de marché globale sur la publicité digitale qui dépasse 20. Donc ils sont 2e mondial derrière Google, avec donc 20 du marché mondial de la publicité digitale, ce qui est quand même, respect, voilà. Et après ils ont 2 autres, volets, plus limités, via WhatsApp. Alors WhatsApp, il y a un peu de pub aussi, même si c'est limité.
Alors WhatsApp, réseau social incontournable, hein, bien au-delà de la simple messagerie, c'est devenu vraiment, un outil clé. Bah, bien sûr pour les relations, je pense qu'on a tous ici un compte WhatsApp, mais aussi pour la relation client, le commerce en ligne avec des paiements intégrés, la communication professionnelle. Il y a une audience mondiale de 3 milliards d'utilisateurs, donc c'est la première des messageries, avec une adoption assez massive des entreprises. Il y a notamment, la fonction WhatsApp Business, des fonctionnalités enrichies donc de paiement, comme je le disais, d'appels vidéo et cetera. Mais pour l'instant, la monétisation reste limitée par rapport à Facebook, Instagram et donc le volet, business messaging qui regroupe les services payants pour entreprises sur WhatsApp, mais aussi sur Messenger, qui est la messagerie liée à Facebook, représente donc 1 du chiffre d'affaires. Ils sont pour le coup en concurrence avec Telegram, Signal et WeChat sur certains marchés. Mais voilà, c'est assez prometteur parce que WhatsApp, ça a quand même une part de marché qui est assez, conséquente. Et enfin, dernier volet, c'est Reality Labs, 1 du chiffre d'affaires, déficitaire, donc ça ne contribue pas du tout aux bénéfices. Et eux, ils sont leaders, sur la réalité virtuelle grand public. Il y a une forte croissance sur la réalité augmentée avec les lunettes connectées. Donc voilà, ils ont un certain leadership dans ce secteur qui est encore émergent, mais la rentabilité est encore très lointaine. Ils ont des pertes qui sont encore massives et il y a une concurrence accrue de Apple, Google, Samsung et cetera. Donc voilà, et puis en plus, il faut encore convaincre le grand public et les développeurs que cet écosystème, de réalité virtuelle est pérenne. Donc voilà pour l'éventail des activités de Meta, qui est quand même, il faut le dire, principalement encore aujourd'hui, sur le online, advertising. Mais ils sont bons là-dedans, donc c'est pas nécessairement un problème. Si on regarde, maintenant l'historique des comptes, voilà, on voit que c'est très solide quand même. Il y a le petit flottement, au moment du métaverse, mais voilà, ils se sont bien repris, depuis en termes de marge. Le consensus pareil est assez positif, hein, croissance des bénéfices à 2 chiffres, dans les prochaines années et bah, voilà, si on regarde la droite de régression, on voit qu'on est quand même plutôt cher. Selon le consensus, on est à peu près au prix, hein, le consensus considère qu'on vaut 730 donc aujourd'hui enfin vendredi, on était à 733 donc voilà, on voit que on est à peu près au prix sur le consensus. Si on regarde la droite de régression par rapport à l'historique, on est, au plus un écart type, donc plutôt cher, aux yeux de Hibou. En termes de PE, on est à 25 fois 2026. Voilà, donc c'est quand même plutôt cher et en plus, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est mono business. Donc ils sont très forts là-dedans, mais c'est mono business. Alors quand on vient parler d'un Alphabet, d'un Amazon, on devient un peu picky. On est, bah oui, mais bon, donc heu, donc voilà, pas de moi, je suis pas particulièrement acheteuse de Meta aujourd'hui. Très intéressant. Tu parlais de la réalité virtuelle et c'est vrai que il y a eu un tout petit effet de mode qui est un peu retombé comme un soufflé, je trouve, sur la réalité, pas la réalité virtuelle, enfin la réalité augmentée quoi, tu vois? Ouais. Heu, donc je trouve que je sais pas si c'est quelque chose qui va, prendre finalement plus que ça dans les années à venir. Je trouve que la hype est un peu passée. Ouais, bah, les lunettes connectées et tout, ça se développe quand même, hein. Ça Ouais, c'est ça se développe quand même, mais ouais. ils sont pas seuls sur ce marché. Mais oui, oui, non, mais on est d'accord, c'est complètement, enfin, c'est un pari. Les objets enfin, je pense qu'il y a quand même un marché qui va se développer. Je pense pas que ce soit enfin, clairement le métaverse, ils se sont complètement plantés. Ou alors ils ont vu ça trop tôt et ce sera dans 15 ans, mais en tout cas, clairement, les gens Mmh. étaient pas prêts aujourd'hui. Donc si, si, je suis entièrement d'accord avec toi, ça reste, Mmh. aujourd'hui Facebook, c'est du online advertising et WhatsApp, c'est quand même super, hein. Enfin, je veux dire, c'est Ah oui. WhatsApp, Instagram, ils ont quand même des trucs, très solides. Mais voilà, ça reste aujourd'hui, ça reste du advertising, ils sont numéro 2 mondial, c'est quand même vachement bien. Heu, Il y a un truc, là où je les te chiffres, rejoins, alors je vais afficher le graphe. Je suis, là aussi, alors on ne s'est pas consulté, hein, avant. C'est justement aussi ce qu'on essaye de ça nous va bien aussi de ne pas nous consulter avant, ça nous fait moins de travail, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant aussi parce que du coup, on confronte les points de vue et là aussi, on se rejoint parce que contrairement à Amazon, qu'on a vu précédemment, par exemple, la monoactivité de Meta pour moi est un peu, est un inconvénient. Ça, c'est le ouais, premier élément. Deuxième élément, alors là, c'est une sensation et je ne saurais pas comment ça va évoluer et cetera. Mais sur le volet publicité, quand je vois actuellement le nombre de fausses publicités qui sont faites sur les réseaux sociaux comme Facebook, où il y a des marques, qui sont usurpées et il y a des produits qui sont vendus sous le nom de marques qui ne sont pas ces marques, réellement. C'est-à-dire que, je ne vais pas donner d'exemple, mais pour pas faire de publicité, mais voilà, par exemple, on a une marque qui s'affiche, voilà, on vend tel t-shirt, regardez la publicité de telle marque et tout et en fait, on s'aperçoit que c'est du fake
et la publicité s'affiche sur Facebook et cetera et sur ces réseaux sociaux-là. Et ils n'arrivent pas, je trouve, à combattre ça et je Ouais, trouve c'est qu'il y en a vrai. de plus en plus, heu et il y a de plus en plus d'arnaques et en plus, ça, pour le coup, ces arnaques-là, je enfin, j'ai l'impression que voilà, les gens qui se font, avoir, n'ont pas la possibilité de récupérer leur argent, quoi. Donc je trouve qu'ils sont trop pollués par ça et c'est quelque chose qui m'inquiète. C'est Mmh. quelque chose qui m'inquiète sur le volet publicité parce que quand tu commences évidemment, qu'est-ce qui fait qu'une publicité marche? C'est un seul mot, c'est la confiance. Donc quand tu as confiance en la publicité que tu regardes, tu as beaucoup plus de chances d'acheter. Mais à partir du moment où tu as un doute, quel qu'il soit, sur la publicité, je ne parle pas de la qualité du produit qui est présenté, je parle de la réalité même de la publicité, et ben, je pense que ça peut être hyper dangereux pour Meta. Mais je dis peut-être une énorme, bêtise et peut-être que, heu, eh bien, Facebook arrivera à résoudre ce problème et cetera. Mais pour le moment, quand je vois sur les différents groupes, moi je suis pas mal sur Facebook, j'ai un groupe, de bourse et cetera. C'est un petit groupe, il y a 5 000 personnes, hein. Ouais, à chaque fois qu'on quelqu'un publie, heu, un post sur la bourse, derrière, il y a des commentaires, pour faire de la publicité sur des trucs d'arnaque, Ouais. quoi. Ouais, ouais, Donc ouais. Dessus, il y a le même c problème sur YouTube aussi, mais sur YouTube, oui, tout à fait, sur YouTube dans les aussi. commentaires, ouais. Mais YouTube a été malin en un sens, c'est que YouTube, dans les commentaires, tu ne peux plus mettre de lien. Mmh. Donc Ouais, en c'est vrai. fait, voilà, il y a de la publicité, en effet, il y a des bots, il y a tout ça qui te disent, machin et cetera, mais tu ne peux pas cliquer sur le lien. Alors que Facebook, ne l'a pas encore, à mon Ouais. sens, ne l'a pas encore fait. Non, mais Bref, tu as raison. donc voilà et tu bannis les mecs et ils reviennent avec d'autres noms et cetera. Bon, bref. Bon, graphiquement, je te rejoins, hein, on arrive sur des plus hauts. Évidemment, ça peut encore monter, mais moi, ce que je vois en mensuel, c'est un potentiel biseau, ascendant qui est en train de se former. Donc voilà, on peut avoir un petit excès spéculatif. D'ailleurs, je pense qu'on va l'avoir, ce petit excès spéculatif, mais derrière, il faudra faire extrêmement attention. Donc je ne suis pas acheteur. Je ne suis pas acheteur sur ces niveaux-là. Éventuellement, voilà, pour celles et ceux qui veulent être très agressifs, éventuellement à proximité du support oblique. Après, vous avez des supports horizontaux, hein, il y a ce support horizontal-là, c'est-à-dire sous les 500 $. Mais voilà, je ne suis pas acheteur sur ce dossier-là. Même sur Repli, j'ai jamais aimé. Pour autant, j'ai eu tort de ne pas aimer ce dossier-là puisque, bah, voilà, le graphe, il est là, hein, donc c'est le marché qui a toujours raison, point à la ligne. Donc là-dessus, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Mais voilà, je ne suis pas acheteur sur ce dossier. Un dossier qui avait beaucoup baissé, il avait perdu. Voilà, tu te rends compte quand même, quand on voit ce graphe-là, on n'a pas l'impression, hein, mais c'est un dossier qui, entre septembre 2021 et octobre 2022, qui en un an, avait quand même perdu 77%. Ouais, 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 ouais. Un truc de fou furieux quand même. Et on n'y avait pas été pour les mêmes raisons, que toi, a priori. Mais bon, c'est comme ça, hein, quand on sent pas trop un dossier, de toute façon, ça veut pas dire qu'on aura raison sur le plan strictement financier, mais si on veut rester Exactement. main forte, il vaut mieux s'abstenir pour garder la tête froide s'il y a un problème, quoi. Et tu raison parce que c'est, plutôt en lien avec nos émotions pour le coup. Exactement. Nickel, chère Marie, quelle est la suivante? Apple, s'il te plaît. Apple. Allez, la voici, la voilà. À toi. Apple, donc on va faire le même exercice, hein, Apple, c'est encore beaucoup, enfin, c'est beaucoup l'iPhone. 49 du chiffre d'affaires, à peu près la moitié du résultat opérationnel et ils communiquent pas précisément, donc c'est des estimations, hein. Alors, au premier trimestre 2025, pour la première fois, ils ont pris la tête du marché mondial. Normalement, c'est enfin, récemment, c'était Samsung, qui domine au premier trimestre et là, Apple a pris la tête parce que, le lancement de l'iPhone 16 a été, réussi. Il y a forte demande en Inde, au Japon, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Donc ils ont une croissance de plus 16 par rapport à l'année précédente au T1 donc, alors que le marché global des smartphones est resté quasi stable. Donc voilà, ça bouge tout le temps les parts de marché, hein, mais bon, au premier trimestre 2025, ils avaient 19 de parts de marché, devant donc, Samsung 18 et Xiaomi environ 14. Donc bravo, bravo Apple, bravo l'iPhone. Voilà, la domination sur le segment premium, ils ont quand même placé, 5 modèles dans le top 10 mondial des ventes. Elle est bien là, et leur stratégie, bah, on la connaît, hein, c'est des prix élevés,
une forte rentabilité et une fidélité client exceptionnelle. C'est très difficile de se sevrer, de l'écosystème Apple, je suis passée par là, et bah, des années après, c'est encore difficile. Bon, je suis toujours sur Mac, cela dit, mais je suis sortie de l'iPhone. Et donc ça leur permet, bah, voilà, tout ce système leur permet de générer plus de profits que leurs concurrents, même s'ils vendent moins d'unités que Samsung sur certains trimestres. Les ventes d'iPhone reculent aux États-Unis, en Europe et en Chine, mais c'est compensé par une croissance à 2 chiffres dans les marchés émergents, notamment grâce à ce fameux iPhone 16 qui était plus abordable, 16e. Donc Samsung reste très proche en volume de vente, mais ils ont plus une stratégie volume, alors qu'Apple domine le haut de gamme en valeur. Donc voilà pour la partie iPhone. Ensuite, il y a les services. L'Apple Store, première plateforme mondiale pour les applications mobiles, hein. Je vous disais que Google Play, c'était pour les applications Android, mais Apple Store, c'est pour l'ensemble, notamment en valeur, avec 650 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Apple Music, fait également partie des services. C'est le numéro 2 mondial derrière Spotify. Ils ont 95 millions d'abonnés, Spotify en compte plus de 600 millions, donc ils sont quand même loin derrière. Il y a également Apple TV, bon alors un peu moins de 50 millions d'abonnés, hein, mais donc ça reste très loin derrière Netflix, Amazon Prime Video et Disney. Et ils ont, bah, le cloud grand public, ils sont complètement négligeables sur le marché du cloud global, mais ils font partie des leaders mondiaux, pour le cloud grand public, c'est-à-dire en gros le stockage des données, des photos et cetera, de leurs clients, des clients de leur écosystème. Donc ça, c'était, 28 du chiffre d'affaires et le reste, les un peu moins de enfin, un peu plus de 20 restants, disons, qui représentent en groupé, 10 à 15 du résultat opérationnel, c'est ce qu'ils appellent wearables, home and accessories. Donc là, ils sont numéro 3 mondial au global sur ce segment. Ils ont, 15 de part de marché, derrière Huawei qui est à 22 et Xiaomi qui est à 19, donc ils sont quand même dans le peloton de tête et notamment, ils sont numéro 1 sur tout ce qui est, AirPods, les écouteurs sans fil, et sur l'Apple Watch, même si la croissance ralentit et la concurrence asiatique progresse sur l'Apple Watch. Autre gros point, c'est les Mac, 8 de chiffre d'affaires et ils ont 10 du marché. C'est le quatrième constructeur mondial derrière Lenovo, HP et Dell. Lenovo à 24 HP 20 Dell 15 et donc Mac 10. Voilà, bon, la dynamique en ce moment, au premier trimestre, ils ont eu la plus forte croissance des 5, du top 5 de constructeurs, d'ordinateurs, notamment parce qu'il y avait une forte demande pour les MacBook M4, et il y a également la montée, de l'IA qui les a favorisés et en OK. positionnement, bah, là encore, ils dominent le segment premium et c'est justifié parce que franchement, leurs produits sont les meilleurs du marché, je trouve, pour les ordinateurs et enfin le dernier volet, c'est l'iPad, 7 du chiffre d'affaires, et là encore c'est peut-être la domination la plus écrasante, l'iPad d'ailleurs, ils ont 40 à 50 de part de marché, sur les tablettes. Numéro 1 mondial et ils ont plus du double de part de marché par rapport à Samsung qui est plutôt à 20-25. Donc très impressionnant là aussi. Donc voilà, si on résume, ça reste quand même l'iPhone qui est le moteur du chiffre d'affaires et du profit d'Apple. Ils sont ultra dominants, sur les iPads et sur l'écosystème, apps et services premium. Et globalement, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est un leader premium, mais qui est quand même challengé en volume par les marques asiatiques. Les services, c'est un moteur de croissance et de rentabilité. Et globalement, l'écosystème Apple, qui est parfois un peu une prison, hein, reste un avantage concurrentiel majeur qui leur assure une fidélité et une rentabilité qui est bien supérieure, à la moyenne du secteur. Le problème quand même sur Apple, moi je trouve, c'est l'IA. Ils y vont pas clairement pour l'instant. Alors en ce moment, il y a des rumeurs sur le rachat de Perplexity. Ça serait le plus gros rachat de l'histoire d'Apple. Si l'opération aboutit, ce serait la plus importante acquisition d'Apple, a priori bien supérieure, au montant du rachat de Beats qui était de 3 milliards de dollars en 2014. Mmh. Pour l'instant, il y a aucun accord ni offre formelle qui a été annoncé, donc c'est à suivre de très près. Mais en attendant, c'est quand même un volet qui manque un peu et je le disais au début, hein, nous on considère chez Ebook que tout va se jouer sur l'IA. Donc avec cette incertitude-là, Apple, on n'y va pas parce que, voilà, s'ils rachètent Perplexity, pour le coup, j'utilise tout le temps Perplexity, donc on s'intéressera beaucoup plus au dossier, mais à ce stade, pour nous, c'est non. Et ça se voit un peu, regardez les projections du consensus 2025-2026, c'est très bien, bénéfices en croissance, mais à un chiffre et on voit bien qu'ils loupent, à ce stade, ils sont en train de louper la grande révolution en cours. Si on regarde un peu la droite de régression, on est un peu en dessous, mais sans que ce soit très marqué. Le Mmh. PE est à 26 fois 2026. On n'est pas excessivement valorisé, hein, mais c'est vrai qu'avec ce gros pan qui manque à ce stade et ça va sans doute bouger, moi j'y toucherai pas. OK, très intéressant. Moi, je suis pas fan d'Apple parce que parce qu'en fait, je l'ai testé, hein, pour le coup. J'ai testé,
Je crois que j'ai eu le un des premiers iPhone et les Mac. J'ai eu un Mac aussi. Alors Mac, Mais, pour le coup, indépassable. oui, oui, non, non, en termes de perf et tout, c'est Mais sur exceptionnel. l'iPhone, il faut jouer en revanche. Mais j'avais l'impression en fait, mais peut-être je m'en suis servi très, très mal parce que je suis une bille en informatique, mais, j'avais l'impression, voilà, de toujours avoir des difficultés pour, bah, sortir des photos, où j'avais tout le temps des mots de passe à rentrer pour synchroniser et cetera. C'était quand même très compliqué et voilà, et effectivement les connectiques, elles sont quand même elles étaient enfin du moins elles étaient, je pense que ça a peut-être changé, oui maintenant ils sont en USB-C, mais à l'époque, c'était pas le cas, donc les connectiques étaient différentes, bon voilà. Donc, ça m'a un petit peu gêné, j'ai tout arrêté. Bon, maintenant oui, je sais qu'en effet tu as raison, notamment sur les Mac, c'est les meilleurs quoi, hein, c'est les meilleurs. Ouais, moi je trouve que la téléphonie, ils se sont fait rattraper clairement, enfin, mais tu vois, moi j'ai plus d'iPhone depuis 10 ans, mais je télécharge encore une interface, qui reproduit Apple, tu vois? Parce que j'en avais marre des iPhones, trop chers, sale batterie et tout. Enfin, je pense que là aussi ça a changé parce que ça fait longtemps que je suis partie. Mais tu vois, j'ai encore une interface, une fausse interface Apple, c'est-à-dire et en Énorme! Mac, je trouve que c'est vraiment, un OK, excellent rapport qualité. Je trouve ouais. que c'est vraiment donc voilà, mais bon, Mac, c'est minoritaire chez Apple et d'ailleurs, je te dis, je suis pas la chose du dossier, hein, mais je trouve que sur les ordis, ils ont pas été rattrapés. Bon alors tu vois, alors c'est le paradoxe pour le coup parce que, c'est peut-être sur les 7 magnifiques, le graphe qui est le plus intéressant à court terme à suivre. Mmh. Parce que, déjà, tu es dans un canal qui, mine de rien, alors c'est un canal qui date de 2015, donc c'est un canal qui a 10 ans. C'est un canal haussier qui, contrairement à certaines, des 7 magnifiques, n'est pas en exponentiel, pour moi. C'est un graphique mensuel, et surtout donc il y a eu effectivement, on le voit avec, cette mèche-là du mois d'avril, une grosse mèche et depuis, bah, il y a une consolidation de cette hausse et contrairement aux autres, on n'a pas eu cette espèce de V-bottom total ou partiel et donc on est plutôt dans quelque chose qui est en train de consolider. Et on est plutôt, voilà, on est encore sur les niveaux d'ailleurs, des plus hauts de 2023, voire presque même au niveau des plus hauts de 2022. Donc on est vraiment sur une zone importante. Et alors là où c'est intéressant, encore plus intéressant je dirais, c'est sur le graphe, hebdomadaire. Donc je vais zoomer en fait, hein, sur le graphe hebdo. Sur le graphe hebdo, eh bien ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a l'apparition d'un phénomène que tu sais, j'aime bien, phénomène de congestion. C'est-à-dire que finalement, ça fait, je sais pas, une dizaine de semaines, tu vois? Où on a des cours qui sont en train de réduire leur volatilité. J'ai pas regardé les volumes, mais non, ils sont en légère réduction, mais c'est pas non plus hyper marqué, bref. Et donc voilà, on a quelque chose on a un consensus qui est très marqué sur, Apple. Et là, on a eu alors la semaine est en cours, hein, donc il faudra regarder et cetera, mais on a eu une petite bougie quand même assez intéressante, pour le moment et si on arrive à dépasser les 207, 208, 210 $, on peut avoir un signal d'achat. Et là, pour le coup, eh bien, les objectifs sont quand même assez élevés parce que pour moi, l'objectif, c'est de revenir ici dans cette zone-là, les 237, voire éventuellement les nouveaux plus hauts. Donc on a quand même devant nous, si ça break par l'eau, on a quand même un potentiel de 15, 20, 25 pourquoi pas. Donc même pour un trader, c'est pas si affreux que ça. Investisseur, là où c'est intéressant sur Apple, c'est que regarde, tu as la moyenne mobile, alors en bleu là ici, c'est une moyenne mobile à 200 semaines et ce qui est très intéressant sur Apple, c'est qu'il y a un phénomène qui est assez rare, mais qui s'est produit quand même ici en 2009. Ici, je ne l'ai pas noté, en 2013 par 2 fois. Ici, par 2 fois en Mmh. 2016. Ici, en 2019, c'est que cette, moyenne mobile à 200, semaines a été heurtée et a fait rôle de support. Ça a été le cas également ici lors de la baisse du mois d'avril. Et donc, à chaque fois que cette zone a été touchée, ça a été une zone intéressante. Donc on a rebondi depuis, mais on voit que l'écart n'est pas énorme, n'est pas immense. Et donc pour moi, voilà, toute la zone là, si on y revient, peut être une zone même d'accumulation, c'est-à-dire les 180, 185 $ peut être une zone d'accumulation un peu plus intéressante. Donc voilà, bizarrement, malgré, tout ce que j'ai dit et ce que tu as dit, alors ça a été très positif, hein, dans l'ensemble, ce que tu as dit quand même. Mmh. Mais voilà, le graphe fait partie sur les 7 magnifiques peut-être
des graphes les plus intéressants. Donc à suivre de près pour moi Apple, pour, peut-être les prochaines semaines. C'est peut-être, si les 7 magnifiques continuent de progresser, c'est peut-être celle qui fera, un rattrapage, par rapport aux autres. Voilà. En tout cas, Ouais, intéressant. elle en donne les premiers signaux, voilà. Voilà. À voir avec le rachat de Perplexity aussi ce qui se passe alors. Alors là, imagine, il y a ça. On sera bien, puisqu'on pourra dire: «Ah regardez, on a enregistré, il y a eu le rachat». Pourquoi pas? C'est vrai, ça peut être un bon catalyseur, tu as raison, clairement, clairement, ça peut être un bon Oui et peut-être aussi à la baisse parce que ce sera sûrement très cher, ah bon, oui! c'est et Perplexity, enfin, c'est très bien, mais c'est pas leader pour l'instant, donc Mmh, OK. à voir, c'est D'acc intéressant dans tous les cas. Mais voilà, mais c'est ouais, vrai que ouais. moi enfin, sur les techs en général, je trouve qu'on est un peu dans le flou en ce moment. Et c'est passionnant parce que c'est le Far West. De nouveau, c'est toujours intéressant ce genre de période, mais voilà, c'est difficile et c'est Et pas dit c'est qu'il y ait un justement gagnant, il y en aura sûrement plusieurs et peut-être qu'on n'en parle même pas aujourd'hui du gagnant futur, il est pas encore émergé, quoi. ah bah, bien Mais bon, sûr. c'est intéressant. Mais souvent, les périodes de flou aussi, amènent c'est pour ça que c'est mon scénario privilégié, amènent sur justement des périodes où, bah, c'est flou, donc c'est flou pour les investisseurs. Donc graphiquement, tu as des périodes où, bah, tu as des hausses, tu as des baisses, hein, parce que c'est quand même les 7 magnifiques, on verra notamment, Nvidia ou Tesla en suivant, tu as des volatilités de dingue. Donc, tu as une Ouais. action qui est capable de prendre 50, 60 ou comme, Nvidia sur le rebond, Nvidia, on va le voir, c'est un rebond de 80 depuis les plus Ouais. bas d'avril, donc c'est gigantesque. Mais pour autant, quand tu regardes le graphe que tu prends du recul, c'est pas si énorme que ça, quoi, par rapport Oui, au oui. passé. Ouais. Donc, donc voilà, donc mais malgré ces rebonds importants et malgré cette volatilité-là, moi je pense qu'il y a de grandes probabilités que sur beaucoup d'actions comme ça, on soit en train de marquer des grandes figures, des débuts de grandes figures de consolidation. Et le début de ces grandes figures, en général, tu as beaucoup de volatilité et c'est par la suite, les mois qui suivent, où cette volatilité se réduit petit à petit. Bon, voilà, mais après, on Ouais. verra bien. Période passionnante dans tous les cas. Ouais, absolument. Microsoft. Microsoft. Alors Microsoft, comment gagnent-ils leur argent? Ils ont trois entités, heu, Productivity, and Business Processes, donc c'est toutes leurs solutions de productivité, de collaboration et de gestion d'entreprise. Donc ça va être Microsoft, LinkedIn et cetera. C'est le premier contributeur, au chiffre d'affaires, 43 et surtout au résultat opérationnel, plus de la moitié, 54 du résultat opérationnel, donc c'est là qu'ils font, plus de la moitié de leurs bénéfices, et notamment la croissance est portée par Microsoft 365 dans sa version commerciale et Copilot. Copilot, 14 du marché de l'intelligence artificielle, et aussi on peut mentionner bien sûr dans ce secteur LinkedIn, et Dynamics. Alors, Microsoft 365, si on regarde un peu les parts de marché, c'est le leader mondial pour les suites bureautiques cloud pour entreprises. Ils ont plus de 50 de parts de marché, une domination qui reste écrasante, loin devant Google Workspace, qui n'a que 15-20 qu'on utilise chez Iboun. On est Google, jusqu'au bout des ongles chez Iboun, et loin devant les solutions open source aussi. Et donc, LinkedIn, premier réseau professionnel mondial, plus d'1 milliard de membres, et une domination quasi totale sur le segment du recrutement et du B2B social, hein. Donc, quand même deux très beaux, leaders, que ce soit LinkedIn et Microsoft. Ensuite, l'autre grand volet, c'est le cloud intelligent. C'est le deuxième segment en termes de chiffre d'affaires, environ 38 du chiffre d'affaires et plus d'un tiers du résultat opérationnel, 34-35, avec une forte dynamique, liée à Azure, bien sûr, et à l'intelligence artificielle. Azure, c'est, le numéro 2 derrière AWS et devant, Google pour le cloud. Ils ont 22 de part de marché aux dernières nouvelles, au début 2025. Et c'est le cloud qui affiche la plus forte croissance parmi, ces 3 leaders. Ils ont plus de 30 de croissance par rapport, à l'année précédente, portés donc par l'IA générative, notamment. Et enfin, dernier volet des activités de Microsoft, la catégorie More Personal Computing. Et là, c'est des activités qui sont orientées utilisateur final. Donc, ça va être Windows, Surface, Xbox, tous les devices. Et leur activité search avec Bing et Edge. Alors, en termes de chiffre d'affaires, c'est un plus petit segment, en 19 à 20 du chiffre d'affaires et encore moins, 11 à 12 du résultat opérationnel. C'est un segment qui est rentable, hein, mais il y a une croissance qui est carrément beaucoup plus modérée que les 2 autres segments et qui est aussi beaucoup plus concurrencée. Mais on peut quand même signaler que Windows, ça reste le système d'exploitation, hors Mac qui est ultra dominant, avec plus de 70 de part de marché mondiale, sur les PC. Et également, ils ont une jolie, position, dans le gaming avec Xbox, qui est en fonction des années le deuxième ou le troisième acteur mondial.
derrière, la PlayStation de Sony et parfois derrière Nintendo. Et en revanche, ils sont leaders mondial sur le cloud gaming. Voilà. Donc en conclusion sur Microsoft, sur les activités, ils dominent, la productivité cloud, ils dominent, bah, le réseau social professionnel qu'est LinkedIn. Ils sont numéro 2 mondial pour le cloud avec Azure et ils restent très dominants, sur les systèmes d'exploitation et la dynamique aujourd'hui, c'est quand même, l'IA, la croissance d'Azure, l'intégration de copilotes dans tous leurs produits, et bien sûr les parts de marché très élevées, bah, sur la bureautique cloud, le cloud d'entreprise, les systèmes d'exploitation. Voilà pour les grands points qu'on peut relever. Si on regarde un peu, bah, voilà, très belle croissance des comptes, belle remontada également, des marges sur les dernières années, hein, c'est très, très beau. Ils sont, on l'a vu, bien positionnés dans l'IA, mais c'est pas dit qu'ils vont gagner. Alors, il y avait cette participation dans le ChatGPT, il y a aussi Copilot qui est numéro 2. Donc voilà, franchement très bien joué là-dessus. Mais là encore, c'est le Far West, donc c'est pas dit qu'ils vont gagner et c'est pas dit qu'il y ait forcément un seul gagnant, ni qu'on parle de ce gagnant aujourd'hui, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Mais voilà, le consensus est positif. On attend des croissances à 2 chiffres du bénéfice dans les 2 prochaines années. En termes de valo, ils sont bien valorisés. Heu ils sont bien valorisés, on est à 33 fois 2026. Heu, En fondamental, on ne voit pas de grosses opportunités à ce stade, même si c'est un beau dossier, hein, il y a pas de doute. Donc voilà, je suis preneuse de ton avis technique, Tino. Ouais, ça te rejoint un petit peu, Ah bah, quelle belle journée! ouais, Les ouais, astres sont non, mais on est bien, hein, donc c'est un très beau graphe. Alors attends, j'affiche, voilà. C'est un très, très beau graphe. Maintenant, c'est un graphe, voilà, où là, on commence à donc on peut encore monter, hein. Je pense qu'on va aller probablement chercher les 520, 525, 530, pourquoi pas. Mais le ratio gain-risque, il est pas en faveur de l'investisseur sur ces niveaux-là. Voilà. Donc, sur repli, pourquoi pas? Il y a éventuellement, voilà, une première zone qui peut être pas mal, cette zone-là, c'est-à-dire la zone, sous 363 jusqu'à 345, première zone. Et hop, je cherche ma petite ellipse, voilà. Idéalement, en fait, si tu veux, il faudrait, les 2. C'est-à-dire que, encore une fois, ce que j'espère voir ces prochains mois, ces prochaines années même presque, et ce serait favorable au stock picking, dont on est fan, c'est que, voilà, toutes ces valeurs-là, quelque part, se dégagent des flux qu'elles ont absorbés, pendant de longues années. C'est-à-dire que petit à petit, voilà, il y ait cet effet moutonnier qui s'estompe un peu et que voilà, on ait une figure de consolidation qui dure, encore une fois, voilà, 1 an, 2 ans, où on est, voilà, quelque chose comme ça, avant après de repartir. Parce qu'en effet, ce sont des entreprises magnifiques et que voilà, le temps après, une fois cette digestion, si tu veux, terminée, derrière, je pense que, elles réenclencheront de nouveaux cycles. Mais voilà, ce que j'aimerais voir sur Microsoft, c'est une espèce de tassement, graphique. Donc là, dans le cadre, si vraiment ce scénario se passe, dans le cadre de ce tassement-là et de cette figure intermédiaire très longue, et bien, on n'est pas sur des niveaux d'opportunités fortes. Voilà. Donc si vous voulez absolument acheter du Microsoft, après tout, chacun fait comme il veut, mais peut-être que, voilà, il vaut mieux y aller avec parcimonie et voilà, par petites touches, petit à petit, et essayer d'accumuler en plusieurs fois. Voilà pour mes revenus. Maintenant, il y a rien à dire, hein, le graphe, il est aussi point barre, hein, donc voilà, hein, jusqu'ici, et ça peut durer, ça peut continuer, et cetera. Mais pas acheteur, en tout cas, pas acheteur sur ces niveaux-là. Voilà, OK, ouais, bah, on est en ligne. on est en ligne, ouais. Quelle est la suivante? Nvidia, il me Nvidia. semble. Ah! Eh bien celle-là. Allez, hop, vas-y. Elles sont toutes bien franchement. Oui, 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 non, bien sûr, bien sûr. Alors Nvidia, bon, tout le monde en parle. Alors qu'est-ce qu'ils font? Comment ils gagnent leur argent déjà? Et bien, ils publient leurs résultats opérationnels selon 2 grands segments, mais c'est un peu déséquilibré comme vous allez le voir. On a le grand fourre-tout qui s'appelle Compute and Networking qui regroupe 89 du chiffre d'affaires total et 94 du résultat opérationnel et qui contient la fameuse partie, data center, IA sur laquelle on va revenir, les plateformes de calcul accéléré, les solutions réseau, la partie automotive, et différents logiciels et la partie graphique, graphique gaming, 11 du chiffre d'affaires, 6 du résultat opérationnel total et donc là, il y a donc du gaming, les logiciels graphiques, l'Omniverse et cetera. Le gros du gâteau, bien sûr, c'est la partie data center.
l'intelligence artificielle, le cloud, l'hyperscale, qui est devenu le cœur de l'activité de NVIDIA, ces dernières années et qui regroupe plus concrètement c'est un peu technique, désolé et voilà et c'est donc, la conception et la vente de solutions matérielles pour l'intelligence artificielle, le calcul accéléré, le cloud computing et les infrastructures hyperscale. Il y a aussi des plateformes logicielles et frameworks IA, alors qui s'appellent, NVIDIA AI, CUDA, DGX Cloud, Omniverse, qui sont utilisées par les géants du cloud, les laboratoires de recherche, l'industrie et la santé. Ils ont aussi des solutions réseau qui s'appellent Mellanox, InfiniBand, Ethernet pour connecter et accélérer les data centers, et également des services de cloud IA et de location de puissance de calcul via des partenaires. Donc ils font un peu tout, ce qui est lié à ça, c'est vraiment le connecteur de tout, et c'est devenu cette activité est devenue le moteur quasi exclusif de leur croissance et de leur rentabilité, ces derniers mois et années maintenant, grâce à la demande mondiale qui a explosé, pour, les infrastructures, IA et cloud. La partie gaming, qui était leur segment historique, hein, est devenue complètement secondaire, en poids financier et toutes les activités automotives, visualisation, OEM sont aussi devenus un peu marginaux dans la structure financière du groupe. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est quasi intégralement centrée sur l'intelligence artificielle et le cloud, avec une domination absolue, de ce segment, data center dans les revenus. Ils ont bien raison de s'être centrés là-dessus parce que, ils ont quand même des parts de marché qui sont extrêmement impressionnantes, hein. Ils ont 92 du marché mondial sur le segment des cartes graphiques dédiées. Le numéro 2 est à 8 c'est AMD et Intel est quasi absent avec 0, quelque chose en termes de part de marché et c'est une domination qui se renforce au fil des trimestres. Par rapport à la fin 2024, Nvidia avait gagné encore 8 points, au premier trimestre 2025 et sur le marché, global, des cartes graphiques, ils progressent également, mais ils ont une part de marché un peu plus faible parce que, Intel est très présent sur l'entrée de gamme. Eux, ils sont plus centrés sur le haut de gamme et ils ont également une forte domination sur l'IA et les data centers avec 70 du marché mondial des accélérateurs d'intelligence artificielle et de l'entraînement des grands modèles de langage et donc tous les plus grands clouds publics, donc AWS, Microsoft Azure, Google Cloud dont on vient de parler, s'appuient massivement, sur leurs produits pour leur offre IA, ce qui renforce leur position, comme standard en fait dans tout ce qui est calcul accéléré et IA, industriel. Hem et donc voilà et donc ça les renforce, c'est un peu un cercle vertueux, et donc ça fait un espèce de rempart concurrentiel qui est de plus en plus, difficile à franchir. Donc ils ont vraiment un vrai avantage, technologique et économique grâce à leur avance, notamment sur les puces et cetera, à leur intégration, la fidélisation des développeurs et cetera. Ils ont des prix, sur leurs GPU qui sont souvent 2 fois supérieurs à ceux de leurs concurrents qu'on a mentionnés, la AMD. Donc c'est vraiment une preuve de la puissance de leur marque et de leur valeur ajoutée. Et voilà et avec des croissances du chiffre d'affaires qui sont explosives, hein. 1er trimestre 2025, on a un chiffre d'affaires en hausse de plus 69 par rapport au premier trimestre 2024 et la rentabilité est record. Donc bravo, Nvidia, ça se voit, hein, on voit que les comptes, on voit que le chiffre d'affaires explose, hein, depuis 2-3 ans. Et bah, je vous ai pas mis la droite de régression pour le coup parce que c'est une boîte qui a complètement changé de modèle, en 3 ans, donc c'est pas du tout significatif. Si on regarde, le PE, on n'est pas on n'est plus à des niveaux, si élevés, hein. Moi, enfin, en fait, c'est voilà, c'est une boîte de croissance et qui émerge. Nous, chez Ibo, on aime bien regarder le passé pour bâtir et cetera, donc c'est vrai que là, c'est à ses débuts, de l'explosion, mais c'est très prometteur. On voit, bon, des croissances à 3 chiffres, 2 chiffres des bénéfices qui sont attendus. Heu moi, j'aime bien Nvidia. Là encore, avec ce côté presque un peu spéculatif parce que c'est un marché émergent, mais voilà, ils ont une position ultra dominante, des perspectives de croissance énormes. Je suis assez intéressée par ton avis, enfin, je suis même très intéressée, Tino, par ton avis technique parce que oui, c'est cher et en même temps, il y a une telle croissance attendue que Mmh. juste grimper dans le bateau, bah, c'est cool, quoi. Donc je t'écoute avec attention, encore plus attention que d'habitude. Alors moi, j'en ai encore un petit peu en portefeuille. J'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de réussite, et puis, beaucoup de réussite parce que ça s'est passé exactement si tu veux, lorsqu'elle était, donc, ouais, tout 2024 sur les plus hauts, j'avais déjà tracé ce graphique-là et en fait, j'ai indiqué que, bah, si on venait à se replier dans la zone ici, ce serait une opportunité d'achat. C'est exactement ce qu'on a fait et moi, j'en ai eu alors je l'ai payé en euros parce que j'ai eu le l'ADR, tu sais, sur le et Ouais. cetera, je crois.
Donc je l'ai eu à 74-75 € pour te dire. Donc vraiment, j'ai eu quasiment le point bas en pré-market. J'ai vendu 2 tiers de ma position, ça doit être à peu près par là, lorsqu'ils ont la veille de l'annonce des résultats, et les résultats, ils ont été stratosphériques, et derrière le cours a encore continué. Donc il me reste, un gros tiers de position. Donc quand je dis ça, en fait, je dis ça parce que pour moi, c'est, alors une action merveilleuse, bien sûr, encore une fois, j'ai été, acheteur et cetera. Maintenant, pour moi, c'est plus une opportunité, Mmh. et pour moi, le ratio gain risque, il est un petit peu derrière. C'est une action qui, comme 99,9 des actions, a en général tendance, si tu veux, à faire des poussées comme ici, et après, bien sûr, à entamer une consolidation. Poussée, et après, derrière, une Mmh. consolidation. Poussée, et derrière, ici, une consolidation. Tu as la poussée ici, tu as la consolidation derrière. Tu as la poussée ici, et tu as la consolidation derrière. Et là, on est encore d'ailleurs, dans cette poussée. Et donc mon scénario là aussi, là-dessus, c'est que on peut bien sûr, hein, continuer, même si à chaque nouveau plus haut, on le voit, on a fait un nouveau plus haut là, ça a consolidé, on a fait un nouveau plus là, ça a consolidé, un nouveau plus là, ça a consolidé. Et donc moi, mon scénario là aussi, c'est qu'on ait quelque chose qui va probablement dans les prochains mois se mettre à consolider. Alors c'est sain, c'est naturel, et l'objectif, si tu veux, bien sûr, derrière, c'est de répéter par le haut, et de réattaquer une phase similaire à ce qu'on a connu précédemment. Mais le ratio gain risque, pour moi, sur ces niveaux de valorisation-là et sur ces niveaux techniques-là, n'est pas en faveur de l'investisseur. Donc, à part pour du trading court terme, où on met en place une stratégie, tu vois? On achète au-dessus d'un niveau, sur une cassure, avec une invalidation si ça retombe, pour sortir à moindre frais, et cetera. Ça, c'est autre chose. Pour l'investisseur, je ne pense pas que ce niveau-là soit un niveau où vous avez, un ratio gain risque très, 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 très satisfaisant. Voilà, donc en revanche, voilà, sur repli, encore une fois, ben, les 4 fois précédentes, ici, ici, ici et ici, ça a été des super, super, super niveaux d'achat, puisqu'on le voit ici, lorsque ça a touché le cours, ben, derrière, on a eu une poussée jusqu'à Mmh. 272. Ici, on a eu une poussée jusqu'à, le plus haut, 290. Ici, on a une poussée jusqu'à 80, voilà, 83. Donc voilà, on peut encore une fois, progresser encore, gagner encore 20 sans problème sur Nvidia. Elle a la patate, hein, en plus c'est très volatile, mais plutôt sur, repli sur Nvidia, voilà. Donc plutôt, si on revient sous cette zone-là, il y a un petit gap là, ici, éventuellement à aller chercher sous les 120, et cetera. Encore une fois, je ne peux pas donner un prix exact. Pourquoi? Parce que ça dépend de la vitesse à laquelle on a ce repli. Ça peut être aussi un range, hein, ça peut être aussi, voilà, quelque chose qui, au lieu de faire ça, et donc là, on a un prix qui se situe aux alentours des 100 ben, on peut avoir aussi très bien quelque chose, voilà, qui va faire tranquillement comme ça, et là, ce sera un niveau d'achat pour aller chercher, un nouveau plus haut. Donc en fait, il faut laisser, à mon avis, il faut plus l'observer et laisser Ouais. la figure, se structurer correctement. Voilà pour, Nvidia. Il nous en reste encore combien? Une, deux, Une, je crois une, qu'on a Tesla? là, Allez, Tesla. hop là, c'est parti. Et Tesla donc, alors Tesla, comment ils gagnent leur argent? C'est principalement, le segment, automotive, 72 du chiffre d'affaires, et c'est bien sûr la vente de véhicules électriques, mais aussi, leur réseau mondial de superchargeurs, hein. Donc ils restent leader mondial ou co-leader mondial sur les véhicules électriques, mais leur domination s'effrite, en Europe et en Chine, face, bah, à BYD, à Volkswagen, et aux autres nouveaux entrants, chinois, comme l'autre grand volet, c'est, la production et le stockage d'énergie, 14 du chiffre d'affaires. Alors là, c'est le segment qui a une très, très forte croissance, hein, 67 d'une année sur l'autre, et qui est devenu vraiment stratégique. Et donc concrètement, ce sont des solutions solaires, et des batteries stationnaires. Et donc là, ils sont leaders mondial dans ce domaine, particulièrement sur le segment des grandes batteries utilitaires, Megapack, avec une part de marché qui est estimée à plus de 20 sur ce créneau. Ils ont une rentabilité donc qui est en forte hausse, et comme je vous disais, c'est vraiment, sans doute pour Tesla, le segment stratégique pour l'avenir. Et enfin, le troisième volet, ce sont les services et autres, 14 du chiffre d'affaires là aussi. Donc voilà. Donc Tesla, c'est une boîte qui est en transition. L'automobile pèse moins dans le chiffre d'affaires, l'énergie prend de l'importance, et la rentabilité globale,
On le voit là sur le graphique très bien, hein, elle est, sous pression. Est-ce que c'est temporaire? On ne sait pas, mais en tout cas, elle est sous pression et peut-être que ça annonce le lancement d'un prochain cycle de croissance, mais ça, c'est la question que l'investisseur doit se poser. Ils ont ces projets, de robotaxi ou en robotique d'Optimus qui sont encore émergents. Si ça marche, ils ont un fort potentiel, mais c'est encore émergent, c'est pas encore commercialisé à grande échelle. On voit, c'est une boîte qui est rentable, si vous voyez la légende, hein, c'est rentable seulement depuis quelques années et donc cette rentabilité rebaisse, parce que, voilà, en ce moment, ils doivent baisser leurs prix pour, l'auto, pour faire face à la grosse concurrence qui arrive comme BYD et comme c'est une entreprise qui produit aux États-Unis, bah, ils ont du mal. Ils ont longtemps fait figure d'exception dans la voiture électrique, mais c'est plus du tout le cas. Heu et voilà, les relais de croissance à venir, l'énergie, c'est très prometteur. Les autres, c'est encore à l'état émergent. Heu, donc ça reste encore beaucoup l'auto et l'auto, ils sont un peu challengés. Donc pourquoi pas Tesla en misant sur le potentiel de l'énergie, mais ça reste un pari, donc faut le dire. Quand on regarde la droite de régression, ça a l'air un peu sous-évalué, mais en même temps, quand on compare au secteur automobile et ça reste principalement une boîte automobile quand même, c'est pas trop le cas. Heu, mmh, Pourquoi pas prendre le pari du segment, Energy Generation and Storage? Mais voilà, ça devient plus spéculatif et pour un truc qui est plus spéculatif, bah, ça reste très cher parce qu'on est quand même à 112 fois 2026 en termes de PE. Donc voilà, je trouve ça cher à ce stade, même si bien sûr, voilà, acheter du Tesla, c'est quand même aussi acheter le visionnaire, Elon Musk. Donc c'est finalement, c'est un choix assez personnel. C'est pas vraiment un truc, rationnel. Rationnellement, j'y vais pas. Si on croit, à ce mec qui est génial, hein, enfin, si on croit qu'il va encore avoir un coup de génie, pourquoi pas? Mais rationnellement, les éléments sont pas là pour moi aujourd'hui. OK, très intéressant. Bon, Musk est quelqu'un de gé il faut toujours, tu sais, malheureusement, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit parce que tout est vite interprété trop Oui, vite. Mais Musk est effectivement, tu as raison, quelqu'un qui a du génie. C'est quelqu'un aussi qui a de la folie. oui, C'est tout l'intérêt et l'inconvénient de ce type-là, c'est que, bah, il est capable de tout et pour le coup, il est vraiment capable de tout. oui, Donc, pour moi, il y aura toujours quelque part, une petite part de risque sur Tesla. La raison pour laquelle, pour moi, on ne peut pas pondérer Tesla de la même manière, peut-être qu'une autre boîte en termes de taille de portefeuille, tu vois? Parce que c'est vraiment il y a quand même, mine de rien, un pari spéculatif. D'ailleurs, c'est pour ça que les clairement. niveaux de valorisation sont si élevés. C'est parce que, bah, c'est spéculé ça reste malgré tout, malgré ce qu'on peut dire et malgré les fondamentaux, ça reste, pour moi, une boîte sur lequel la spéculation, et bien, est peut-être plus importante. C'est peut-être la boîte sur laquelle la spéculation est la plus importante parmi les 7 magnifiques, tu vois? Ah mais Hem, clairement. on est d'accord. Ouais. Donc bon, une fois qu'on a dit ça, heu, Qu'est-ce qu'on fait? le gra bah, le graphique, c'est bon, déjà, elle est je crois que c'est la plus il faudrait que je regarde l'amplitude, mais je crois que c'est la plus volatile, des 7 magnifiques et il faudrait comparer peut-être avec Nvidia, je pense que ce sont les 2 plus volatiles. Hem Pour moi, voilà, on est dans une immense figure, là aussi, on est dans une immense figure de très long terme. Alors, il y a eu effectivement, pour les traders, cette cassure d'oblique avec une grosse spéculation, on s'en souvient, c'est lorsque, bien sûr, Donald Trump a été élu, hein, ça avec évidemment le soutien de Elon Musk, sur la campagne de Donald Trump, ça n'a fait que ça prouve bien que ça a spéculé parce que du coup, les investisseurs disent: «Ah beh, c'est super, Trump est élu, c'est la voie royale pour Musk» et puis depuis, bon, les relations c'est le moins que l'on puisse, dire entre les 2 se sont, légèrement refroidies. D'ailleurs, il me semble avoir vu, mais à vérifier, encore une fois, il me semble avoir vu ou lu que Musk se plaignait, que Donald Trump allait visiblement réduire, voire même supprimer les aides, Mmh. sur, l'achat de véhicules, électriques. Je crois que ça représente 7 ou 8 000 aux États-Unis ou un truc comme ça. Enfin bon, bref, j'ai vu un truc passer. Donc bon, voilà, mais en même temps, comme tu l'as très bien dit, Tesla aujourd'hui, est-ce qu'on achète du Tesla pour l'automobile véritablement? Pas convaincu. Je sais pas, en tout cas. Non, Bon, en tout cas mais c'est quand même aujourd'hui le gros du truc, même si on est d'accord que c'est plus forcément l'avenir, de la boîte. et Mais voilà. voilà,
c'est un pari. C'est Voilà, c'est un pari. Mais tu vois, quand on regarde cette structure-là, bon, pour moi, on est vraiment dans une grande potentiellement dans une grande figure de consolidation qui pourrait durer encore des années. Alors la probabilité d'avoir ce genre de figure qui casse par l'eau quand même in fine est supérieure, tu vois? Maintenant, on est au beau milieu de cette figure. mmh. Voilà. Donc il y a des Donc ça choses à veut bien faire. dire que ça ouais, c'est en gros, pour moi, c'est plutôt de l'attentisme. Alors il y a 2 manières pour moi, hein, avec ma vision modeste des choses, techniques, c'est qu'il y a 2 possibilités. Soit tu veux acheter sur repli Tesla, donc là, tu vas espérer attendre un repli à proximité de ce support oblique qui a fait support ici, en mars 2020, support ici en janvier 2023, support ici en avril 2024. Donc éventuellement un repli, donc il faudra voir la zone, mais ça devrait correspondre à peu près au plus bas du mois d'avril, c'est-à-dire grosso modo les 200 plus ou moins. Donc ça peut être une belle zone pour celles et ceux qui veulent payer sur repli. Ou alors, et là, ce sera vraiment spéculatif et je pense qu'il y aura un catalyseur qui viendra changer les choses ou apporter quelque chose de supplémentaire sur le titre. C'est qu'à un moment donné, bon, ben, la spéculation fera qu'on repètera cette zone-là, la grosse zone des 400 qui a fait résistance ici en 2021 et résistance là récemment au début de l'année 2025. On construira, c'est-à-dire que contrairement à ce qui s'est passé où dès qu'on est arrivé sur cette zone, ça a été vendu et ici on voit il y a même eu une mèche haute tellement la force vendeuse a été présente, eh bien, contrairement à ce qui s'est passé les 2 fois précédentes, nous aurons une construction, c'est-à-dire on voit un cours qui va stagner au-dessus de la zone des 400 et là, ça voudra très certainement dire que la psychologie des foules sur ce titre-là a changé et que désormais on ne veut plus vendre cette zone de résistance cassée ou partiellement cassée. On est en train de construire des positions pour aller chercher derrière un nouveau trend haussier. Voilà. Mmh. Et là, ça voudra dire, forcément que Musk, sera le prochain président de la République des États-Unis. Je sais que c'est pas possible parce qu'il est pas né sur le territoire, mais peut-être que d'ici là, l'aura changé. Mais qu'importe, en tout cas, ce sera le nouvel Iron Man peut-être, des Ouais, c'est États-Unis. plutôt ça. Mais mais en tout cas, voilà, pour moi, voilà, là, sur ce niveau-là, il y a pas forcément d'opportunité. Donc encore une fois, ou vous êtes plutôt acheteur en disant: «Bon, je veux, une baisse de la valorisation et je vais acheter plutôt, voilà, en cas de repli sur les zones basses», ou alors je vais attendre qu'il y ait un catalyseur qui va faire que, bah, là, pour le coup, on se fout totalement de la valorisation et presque on se fout totalement des ventes auto sur Tesla et il y a autre chose qu'on connaît pas aujourd'hui ou voilà, peu importe, qui va faire que c'est un game changer, un nouveau game changer sur le titre et au-dessus des 400 avec une consolidation congestion. Derrière, on va jouer, un changement, total sur le titre. Voilà pour, Tesla. Voilà les projections pour, Tesla, cher Marie. Trop bien, passionnant. Merci Tino. On reverra la vidéo dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans et on se dira: «Est-ce qu'on avait vu, C'est plus pas ou moins?» trop engagé aujourd'hui de toute façon, hein, c'est c'est Non, mais c'est vrai parce qu'il y a pas voilà, il y a pas forcément de direction et encore une fois, moi je pense ouais, ouais, non, que mais c'est ça, c'est une période sans direction, c'est pas et enfin, ouais et là encore, enfin, moi, le Alphabet, j'adore et on a vendu début janvier, tu vois? Alphabet Amazon, chez Ibou. C'est une boîte magnifique. Amazon pour le coup non, moi je m'engage sur Amazon, je trouve ça très bien. On n'est pas à un super prix, mais c'est top. ouais, ouais, c'est peut-être la plus «safe» entre guillemets, des 7, ouais. OK, cher Marie, bah, écoute, merci, 1000 fois. C'était, super moment encore une fois en ta compagnie. Je sais qu'il est très apprécié. La vidéo, sur la Chine a super bien marché. J'espère que ce sera le cas également sur celle-là et puis, si Voilà, ça bah, vous plaît merci Tino. toujours, on refera et si tu le veux bien et en fonction de tes disponibilités, on refera des thématiques comme ça. C'est sympa, ça change un petit peu et puis ça permet de zoomer et d'avoir un petit peu de recul, sur, voilà, sur des thématiques précises. Oui, complètement. Bah, merci Tino. J'étais ravie d'être là et oui, on se refait ça bientôt. Et voilà. Merci pour j'espère que ça vous aura intéressé. On embrasse toute l'équipe Igloo et Guillaume, en tête. Ça marche, je transmets tout ça. À bientôt Marie, merci pour tout. Bye. Au revoir à tous. Au revoir à tous, merci.